Salut à tous. Hello. Salut. Bonjour à tous. Alors, content de vous avoir et de vous voir enfin. On a un peu échangé en amont, donc on va démarrer sans plus tarder. C'est pas ma grande spécialité d'animer les tables rondes, mais en même temps, c'est intéressant, ce sera vraiment une discussion. Notre thématique, c'est le recrutement dans le jeu vidéo. Et alors, du coup, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est peut-être, je prévoyais de vous présenter, mais je me suis dit que c'est mieux si en quelques mots, si chacun on peut faire un petit tour de table, chacun peut expliquer ce que vous faites surtout en une de phrase. Sur mon, c'est voilà, qui est autour de la table. Voilà. Qui commence, qui se lance. Moi, je peux me Laïsa, lancer. c'est parti. Ok, Ok, ben, bonjour à tous et à toutes. Donc, Laïsa Marie, je suis dans les ressources humaines depuis 10 ans. J'évolue du coup dans le conseil en entreprise en tant qu'RH et dans le financement de l'innovation, beaucoup. Voilà, je travaille dans une entreprise de conseil en financement de l'innovation. Et en parallèle de ça, depuis bientôt 4 ans, je fais du coup du coaching. J'accompagne du coup des personnes ultramarines dans leurs projets du coup de recherche d'emploi, de stage d'alternance et de retour au pays. Grande thématique du coup importante aussi. Et du coup, depuis peu, novembre, entrepreneur et j'ai du coup lancé ma société de conseil RH en parallèle du coup de mon poste RH. Voilà. super, super. On parle recrutement, on a une spécialiste du recrutement, voilà, à qui on pourra poser les vraies questions. Du coup, on continue avec Mélissa. Ladies first. Merci. Hello, donc je m'appelle Mélissa. Donc en fait, je viens à la base de la recherche en neurosciences, ce qui m'amène à bien me familiariser avec les biais cognitifs. J'ai rejoint l'industrie du jeu vidéo il y a 9 ans. Donc chez Ubisoft où j'ai travaillé en stratégie d'innovation et puis ensuite plus particulièrement sur l'expérience utilisateur et la recherche où en fait en gros le travail c'est de se mettre à la place d'un utilisateur qui n'est pas soi et puis par ailleurs je soutiens activement les initiatives liées à la diversité et à l'inclusion qui viennent du coup émerger chez nous à Ubisoft, voire j'essaie d'en faire émerger quelques-unes. Donc voilà, plus une advocate qu'un rôle officiel sur ce genre d'initiative. Mais voilà, en tout cas, je suis ultra contente d'être là et enchantée. Bon, super, merci. Et du coup, Cédric. Moi, je suis le vétéran de ce panel, hein, ça me rajeunit pas. Donc, moi, je suis Comment tu le arrivé. sais? Ah ben, tu vas Ouais, voir, hein, j'ai commencé en 99. Ah oui. Voilà, ça oh, c'est ça dit. va. Avec un studio qui s'appelait Neko Entertainment, voilà, donc qui avait malheureusement fermé ses portes en 2017. Et j'ai un petit clin d'œil à Muriel, parce que nous, on a eu la chance de commencer avec des Adibou sur console. Cocktail. Donc Muriel, si tu nous entends, merci à toi. Voilà, et là maintenant, je suis un des associés d'une plus petite structure qui s'appelle Label Games. Et mes associés ne sont pas eux des gens qui viennent du jeu vidéo. J'ai donc Laurent Kikola qui est un journaliste à la base, mais qui s'intéresse au multimédia depuis pas mal d'années, que j'avais rencontré parce qu'il avait lancé le concours Hit Playtime pour les indépendants, les étudiants. Et Thibaut Decordet, qui est un écrivain, il écrit des fictions que j'ai rencontrées lors d'une coproduction avec Arte et Nova Productions sur l'univers de Philippe Cadic. Parce que nous, à l'époque, on n'avait rien. Moi, j'ai fait un cursus qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, parce que je suis passé par Assas, Paris. Regarde, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai rejoint des autodidactes du jeu vidéo j'ai pris 3 ans pour apprendre le métier. Je suis tombé dans la marmite, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, ma façon de renvoyer ça, ça a été déjà d'intervenir dans pas mal d'écoles et d'universités. Donc, ça fait quasiment depuis le début que je suis ce qui se passe à l'Engmin et que j'interviens depuis pas mal d'années. Et puis récemment avec Mickaël sur la bourse jeux vidéo. Et je fais aussi partie des administrateurs un peu historiques, malheureusement, de Capital Games, le cluster d'Île-de-France, pour soutenir les gens de l'industrie. Donc, voilà, Cool, je ne peux pas dire plus que ça, en tout cool. cas. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Alors, on a bien vu le contour et on sait qu'effectivement, on a quelqu'un qui pèse. Donc, ça fait plaisir. Non, non. En fait, on a trois personnes qui pèsent sur cette table ronde et j'en suis ravi. Du coup, on va attaquer sur la première question pour être dans notre thématique. Alors, que je vais peut-être d'abord poser à ceux qui évoluent dans le milieu du jeu vidéo et peut-être ensuite à la ISA. Simplement se dire que
voilà, est-ce que dans ce milieu, déjà, vous, personnellement, vous avez déjà expérimenté ou entendu parler de discrimination au moment de l'embauche, vraiment de cas que vous pourrez peut-être expliquer? On reste bref, que ce soit dynamique, mais voilà, que vous puissiez partager avec nous ces expériences, s'il y en a. Mélissa. Alors oui, clairement, enfin ce serait mentir de dire que voilà, j'ai pas ni expérimenté ni été témoin de discrimination. Donc oui, c'est malheureusement, je l'attribue pas nécessairement qu'aux jeux vidéo, et je trouvais ça d'ailleurs très intéressant d'avoir Yann Leroux qui expliquait en fait à quel point le contenu du jeu vidéo n'est que le reflet. Et je pense que c'est aussi le cas dans l'industrie, c'est-à-dire que l'industrie, c'est aussi le reflet d'une partie de la société dans laquelle voilà, il y a des modèles mentaux qui ont été construits et nourris. Et même si évidemment la question d'intention elle n'est pas pertinente pour juger de la véracité ou pas de ces biais existent aujourd'hui, qu'ils soient intentionnels ou pas, ils existent, et malheureusement leurs effets ont lieu dans le recrutement, ont lieu dans les opportunités qu'on offre, qu'il s'agisse d'une identité liée au genre, d'une identité liée à l'ethnicité, évidemment. Donc, ces biais sont présents. Il m'est Comment arrivé. il se manifeste? Oui, voilà, justement. Oui. Je suis curieux de savoir vraiment précisément comment tu le vois. Par exemple, très franchement, quand on regarde les organigrammes dans l'industrie du jeu vidéo, on voit très bien que à des niveaux hiérarchiques élevés, c'est compliqué, ça devient très compliqué de trouver des personnes de couleur, des femmes de couleur encore plus. Donc, dans l'industrie du jeu vidéo, il me semble que les chiffres manifestent 2%, démontreraient qu'il y a à peu près 2% de noirs dans l'industrie. Ce qui ne semble pas du tout cohérent avec le marché du jeu vidéo, où l'audience ne représenterait pas que 2% du jeu vidéo. Donc, il ne faut pas nécessairement attribuer à un acteur du jeu vidéo tout le poids de ce que la culture sociétale au sens large amène comme modèles mentaux, mais on ne peut pas non plus dissocier de manière franche les modèles mentaux des gens qui sont dans le jeu vidéo que des modèles mentaux qui existent dans la société courante. C'est pour ça d'ailleurs que, encore une fois, ce que j'ai trouvé très pertinent dans l'intervention de M. Leroux, c'est voilà, de parler qu'il y a un reflet. Néanmoins, ce reflet, c'est-à-dire le reflet d'un contenu où il y a encore du stéréotypage, et donc c'est pas forcément à travers cette expérience fictionnelle qu'on va avoir un changement radical des modèles mentaux, bien sûr. Je pense que c'est plus intéressant de se rendre compte que ces stéréotypes qui existent dans les contenus sont en fait créés par donc des personnes qui sont aussi soumises à cette culture et ces stéréotypes-là dans leur éducation, et pas simplement avec leur arrivée dans le jeu vidéo. Et ça, c'est clairement si par exemple, ça va être très compliqué de trouver des femmes de couleur en design. C'est un truc de fou. Moi, dans toute mon expérience, j'ai 9 ans d'expérience. Alors déjà, cette année, j'ai eu pour la première fois une autre femme noire dans mon équipe. Voilà, donc ça m'était jamais arrivé en 9 ans, et même dans des équipes de 80 plus personnes. Et après, trouver des personnes de couleur dans des rôles de leadership, c'est très compliqué. Le design en fait partie. D'accord. Très bien, intéressant. Effectivement, donc du coup, toi, tu le vis au quotidien. Je peux prendre l'avis de tout le monde et puis on va un petit peu en parler. Cédric, écoutez, moi, je suis un peu embêté parce que, comment dire, moi, c'est un truc qui est revenu vers moi de façon boomerang. Je vais être très terre à terre. J'ai eu plus, moi, de problématiques dans mon adolescence, dans mes études, surtout par là où je suis passé, comme l'a entendu tout à l'heure, que dans l'industrie. Et en plus, moi, dans mon secteur, moi, je suis du côté de Fontainebleau, Champeau, la Brie, je suis passé par Assas. Vous voyez un petit peu les secteurs d'activité où mon entourage, dans ma famille, mon meilleur ami est avocat, etc. Et tout. Sincèrement, moi, les filles,
Alors moi, au-delà d'avoir de la couleur, j'ai des dreadlocks jusqu'aux fesses, hein, juste pour info. Donc je rajoute encore, comme disait mon papa tout le temps, tu cherches les problèmes. Je dis, ben non, mais il y en aura toujours à trouver de toute façon. Mais euh, voilà, moi, j'ai vraiment pas eu. C'est pas dans ma carrière, mais je peux parler que de moi là, hein, que de ma carrière personnelle, que j'ai eu des expériences directes, etc. Et même au niveau de Neko dans nos recrutements, si on a eu quelques petits problèmes, c'était plutôt pour les problèmes des fois de genre. C'était plutôt la situation truc que des problèmes d'ethnie. Bon, après, j'ai pas un bon exemple. Déjà, j'ai que du studio indépendant. Donc déjà, je pense qu'on peut déjà faire. Tu disais tout à l'heure, Mélissa, je suis d'accord avec toi. Quand je vais faire des éditeurs, des grosses structures, j'ai pas fait attention tout de suite, mais quand on m'a posé la question, quand on m'en a parlé, je me suis rendu compte, effectivement, parce que moi, j'ai pas ces réflexes-là. J'ai eu la chance d'avoir une éducation, on vient d'en parler tout à l'heure. Moi, mon père est créole, ma mère est allemande, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance-là. Donc, on m'a pas inculqué. Moi, je me suis dit pas tous les jours, je suis noir, je suis machin, je suis truc. Voilà, moi, c'est. Donc, et à un moment donné, c'est revenu un peu de façon assez drôle parce que c'est en allant au Japon, avec un copain black d'ailleurs, qui est avec une japonaise qui vit là-bas, Fred Noël, ou quand j'allais même à Sao Paulo, au Brésil, qu'on me disait soi-disant métissé, qu'à un moment donné, quelqu'un me dit ah, t'es notre petit black du jeu vidéo, quoi. Je fais pardon. Des fois, ça me revenait vers moi, je me rendais pas compte, mais voilà, et c'est effectivement quand je faisais un petit peu le palais, tout ça, que ça allait pas. Là où ça a été un peu plus flagrant pour moi finalement, à travers mon expérience personnelle, parce que nous, chez Neko, mais je trouvais que mes associés, bah, j'avais un Français qui était d'origine polonaise, qui était marié à une Ivoirienne, un qui était d'origine suisse, un qui est cambodgien, qui est avec une métisse. Enfin, chez nous, c'était pas, je pense qu'on n'est pas le bon exemple, mais effectivement, c'est les étudiants en fait, c'est au niveau des étudiants. Quand j'ai été UT de Bobigny, en plus l'université, c'est même pas l'école privée, qui peut être encore une autre façon de faire une sorte de tri. On va pas arriver dessus parce qu'on va en parler trop longtemps, mais UT de Ouais. Bobigny, licence. Engmin, concours, c'est pas des écoles privées, donc les coûts sont très faibles. J'ai, avec Cécile, qui était la directrice à UT de Bobigny, ou avec les encadrants de Engmin, ce qui nous a choqué, c'est déjà les candidatures qui arrivent. C'est déjà là qu'il y a un problème. Moi, quand je vois avec mes enfants, et je suis ici, je suis à Montreuil, qui est plutôt une ville, on va dire, melting pot très, très forte, les problèmes, ils commencent là. Moi, je suis désolé, je n'ai pas l'impression que mon industrie est plus raciste de ce que j'en connais et des gens que je connais. Par contre, je suis d'accord avec Mélissa, quand j'ouvre les yeux, j'ai un constat et je me pose des questions. Et je pense ils viennent de très loin, comme disait Yann. D'accord. Je vais faire un exemple qui m'a choqué pour dire à Mélissa. En 17 ans que j'ai suivi l'Engmin, 2 sound designers. La musique, un profil qui serait plus masculin que féminin, ça sort d'où ça? 200 designers, mais c'est délirant. Ça ne Ok. s'explique pas. Donc, D'accord. voilà, les codeurs, ça doit être des mecs, les artistes, ça peut être un peu plus des filles. Ah, mais non, elles vont être au niveau de la communication, de l'administration. Enfin, on va où, quoi? Donc, Voilà. c'est Et du plus des coup, choses pas qui beaucoup sont revenues d'infos vers créoles, moi. quoi. Tout à fait. Moi, j'ai pas senti, Ouais. sincèrement. Mais moi, je suis pas passé par un recrutement classique, hein. Ma petite expérience professionnelle, j'ai fait des stages de fin d'études chez American Express, une boîte américaine. Donc, c'est encore une autre façon. Eux, c'est efficace. Après, je me marierai peut-être pas ma fille avec toi, mais si t'es bon, t'es bon. Mais en l'occurrence, moi, j'ai pas eu ces problèmes en direct parce que j'étais D'accord. entrepreneur, je me suis pris par moi-même. Et on n'a pas eu, nous n'a pas eu les gens avec qui je travaille n'avaient pas ces intentions-là et la plupart des studios que je connais n'ont pas ces intentions-là. Effectivement, par contre, je Alors, suis d'accord avec Mélissa, quand je vois les grosses boîtes, il y a un problème c'est dans ça. l'organigramme, ça c'est clair. C'est ça. Il y a- Et pour rebondir sur ce que tu dis, Cédric, ah, vas-y, mais ça, vas-y. Tu voulais rajouter Pardon, quelque chose? de rebondir. Oui, je pense que déjà, je pense que c'est intéressant de distinguer carrément des comportements manifestement racistes avec des biais systémiques qui existent en recrutement. Ouais, Parce que c'est ça, ouais. moi, j'ai pas forcément eu directement et encore, ou en tout cas, c'est pas, en tout cas, ce que je relève de l'industrie, des commentaires spécifiquement apportés, voilà, discriminatoires. En revanche, c'est intéressant de comprendre les biais puisque ces biais-là, ils sont là. Et je suis tout à fait aussi d'accord avec Cédric sur, de toute façon, la vision du marché. Ce qui est intéressant de voir, néanmoins, malgré ce marché qui, de toute façon, déjà manifeste d'un manque de représentativité des personnes noires, je pense que c'est intéressant aussi de voir comment les personnes noires évoluent une fois qu'elles rentrent dans l'entreprise. Tout à fait. Typiquement, sur Donc, le taux de rétention. ouais. Bon, on y reviendra justement. Et c'est intéressant. Alors, je voulais quand même évidemment avoir le point de vue de l'AISA, du point de vue du recrutement de manière générale, parce que c'est vrai que voilà, on a deux avis en se disant que effectivement ça existe. En même temps, on le perçoit, c'est assez subtil finalement la manière dont il y aurait éventuellement cette problématique au recrutement. Et pour aller dans votre sens, moi non plus, j'ai pas spécialement ressenti.
et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Laïsa, toi, du coup, toi qui es de l'autre côté, qui reçoit beaucoup de monde et qui est afro-créole? Qu'est-ce que tu penses En fait, je de pense ça? que je suis d'accord du coup avec ce que disait Mélissa sur le côté du marché. Et il y a une vraie évolution du coup du marché du travail. C'est-à-dire que moi, j'évolue depuis 8 ans dans le conseil en entreprise. Euh, Certaines fois, par rapport, on va dire, au marché, quand il y a moins de concurrence et qu'on est bien implanté, mais on peut se permettre de faire des choix dans les candidats et d'être un peu plus sélectif en disant je veux telle ou telle personne. Quand on arrive dans un marché du travail où il y a de plus en plus de concurrents, où le conseil est de plus en plus sollicité, on peut plus se permettre de dire et fermer en fait des portes. Et là, on doit justement, les entreprises ont dû changer leur mentalité parce elles se sont rendues compte que, ben, en fait, on peut pas uniquement choisir qui on veut. Et du coup, il faut ouvrir. Après, il y a le côté aussi du chef d'entreprise, des valeurs qu'il a et de ce qu'il a envie de faire. Et derrière, il y a la RH de la société qui soit challenge le président de la société en disant il faut que tu ouvres tes chakras, et du coup, il l'entend, soit il l'entend pas. Et à ce moment-là, des fois, on arrive à quelque chose où la RH décide de s'en aller. Parce que bien souvent, parce que les valeurs ne fonctionnent pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, moi aussi, ça fait 14 ans du coup que je suis en région parisienne. Euh, mais dans toutes les sociétés où j'ai été, où je suis encore, là, je suis une senior, je suis la seule femme noire ultramarine. J'ai envie de dire, j'ai au moins 4 handicaps. Seule femme noire ultramarine dans le service. C'est comme ça que je dis, pareil que c'est que je dis, j'ai 10 000 problèmes. Voilà. Et ça, quand je suis arrivée aussi, que j'ai commencé ma carrière, limite, on m'a dit, si tu veux grimper, il va falloir que tu gommes ton accent. Ah bon? Parce que tu es dans le conseil, parce que si, parce que ça. Après, aujourd'hui, je suis dans le conseil en entreprise, je ne suis pas DRH. Est-ce que j'y vais y accéder? J'en sais rien. Parce qu'il y a le côté aussi de représentativité. Je ne me vois pas la face. Que je recrute, que je sois en recrutement, ça peut passer. Que demain, que je sois à l'image d'une société de conseil, ça, c'est une autre question. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a le côté, il ne faut pas se voiler la face, il y a le côté politique. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, Et puis ok. après, j'ai eu une expérience dans une agence de design et je ne savais même pas. Donc, c'est intéressant d'être dans la table ronde où j'étais passée par un cabinet de recrutement où j'ai eu à ce moment-là un premier entretien avec une personne de cette agence de design dans un endroit très prestigieux à Paris. Et en fait, la personne que j'ai vue, elle était pas RH. Elle a évolué dans la société, je ne sais pas, dans du marketing, je ne me souviens plus, mais elle a été promue au poste de DRH. Elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle qui avait le background RH. Je passe les entretiens et donc là, il y a du coup le cabinet qui me dit, Laïsa, bon, ben, l'entretien s'est bien passé, mais elle n'a pas eu le coup de cœur. Mais Hmm. elle Bien dit sûr, bien que, sûr. elle dit que, en gros, si on recrute Laïsa, elle va faire le job parce qu'elle est très capée et je sens qu'elle va faire le job. Mais je n'ai pas eu le coup de cœur. Sur le coup, moi, je me suis dit, eh ben, on est dans l'amour et dans le pré, quoi. On est dans le coup de cœur du candidat, une sorte de coup de cœur. Mais ça m'a fait mal parce que je me suis dit, elle n'a pas le coup de cœur. Elle dit qu'au cabinet, elle fera le job et c'est la meilleure des candidates que j'ai. Mais je n'ai pas le coup de cœur. C'est Donc ça. Et en après, même temps, juste pour rebondir sur ça ouais, et pour me faire un peu l'avocat de l'autre partie, on va dire, ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, dans des équipes, il faut qu'il y ait une connexion oui, entre les différents membres de oui, Et l'équipe. bien, Simplement que oui, mais moi je suis d'accord avec ça parce que je recrute et quand je vois qu'il y a une personnalité trop forte ou quoi et que ça va éclater l'équipe, je me dis, je préfère pas. Je suis d'accord, mais le côté de me dire, OK, je n'ai pas le coup de cœur. Mais si c'était que ça, donc ça s'est terminé comme ça. Et le cabinet, 2 semaines après, me rappelle pour que je vienne, du coup, pour que je continue le process. J'ai pris beaucoup sur moi. J'ai pris beaucoup sur moi. Et on va dire que les parents, heureusement que les parents sont là, ils m'ont dit, Laïsa, le monde est petit, machin, tout ça. Donc j'ai dit, OK, je le fais. Donc j'ai pris beaucoup sur moi et j'ai continué le process. J'ai rencontré le directeur de l'agence. J'étais dans une table où il y avait la DRH, du coup directeur de l'agence et moi au milieu.
Et eux, ils se regardaient en mode complice. Ils s'échangeaient. Je me suis sentie très mal à l'aise parce qu'il y avait des jeux de regard et tout quand je parlais et je ne savais pas pourquoi j'étais très mal à l'aise. Et arrive la question où, comment vous vous voyez à court, moyen, long terme? Et moi, je suis désolée, j'ai beau être une ultramarine, j'ai beau être une femme, je suis ambitieuse. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, j'ai dit, je me vois RRH. Et lui qui répond, elle veut prendre ta place. C'est fini. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'en tant qu'ultramarine et en tant que femme, on n'a pas le droit d'être ambitieuse? Et en fait, ça s'est terminé comme ça. Mais, mais c'est vrai que cette expérience, j'avoue, ça m'a un peu. Je ne connaissais pas le monde du design, je ne connaissais pas tout ça. Mais quand j'y suis retournée la deuxième fois, j'y suis allée pour la forme vraiment. Mais j'étais vraiment pas à l'aise du tout. D'accord, Je d'accord. vois Mélissa qui Bon, est en train de bouger. Mélissa veut réagir, je te laisse Moi, réagir j'ai et puis on va besoin, poursuivre après. Vas-y, je t'en prie, non, avant que mais je, il faut pas. avant que je fasse le Vas-y, vas-y. 9-1-1, je vous propose d'intervenir. C'est ça. Non, en fait, ce qui est hyper intéressant dans l'expérience de Laïsa, et pour rebondir aussi avec ce que Cédric dit, parce qu'il a raison, en fait, quand il dit, ouais, c'est pas une industrie qui est plus raciste que le reste ou qui est raciste comme ça. Enfin, j'ai travaillé dans l'automobile. Je pense que c'est là où j'ai compris que non, que effectivement, on n'était pas dans une industrie qui était pas du tout progressiste. Je pense qu'au contraire, elle vit justement une révolution qui fait qu'on est réunis aujourd'hui, et je pense pas que ça se passe dans toutes les industries. Donc, je pense que c'est important aussi de reconnaître ça. Néanmoins, quand il y a cette question coup de cœur, moi j'ai eu beaucoup ça aussi. Oui, mais il faut que ce soit moi ou il faut un fit avec l'équipe et tout. Ça, c'est naturel, on est habitué à ça. L'enjeu, c'est que quand on parle de fit, on n'est plus sur des critères objectifs. Quand on n'est plus sur des critères objectifs, on a des biais. Quand on a des biais, qu'est-ce qu'on va faire? On va favoriser quelqu'un qui nous ressemble. Et malheureusement, culturellement et historiquement, dans les positions de leadership, on trouvera moins de groupes qui sont représentés. Donc, on aura beaucoup plus tendance sur des histoires de fit, de coup de cœur, de ouais, la bonne personnalité, etc., à pouvoir ouvrir vraiment les chakras, ou en tout cas ouvrir un poste donné sur des critères qui vont être tangibles à tous les groupes surreprésentés. Et donc, je comprends que ça pèse dans la balance. Je dis qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être conscient de ces biais-là pour s'ouvrir d'une autre manière sur cette question de fit et d'essayer même de mettre des critères objectifs sur, mais en fait, c'est quoi cette question de fit? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les critères du fit, c'est si tu te marrais bien pour aller boire un coup, quand tu vas boire un coup avec lui, il fait l'affaire. Non, mais on en est là, on est d'accord. Sauf que c'est pas suffisant dans un secteur où effectivement ça devient compétitif, où on a 10 CV au top qui se valent sur la table. La question de fit, je pense que malheureusement, elle ne doit pas peser autant aujourd'hui sur le choix. Et force est de constater que notamment en design, on a quand même des passionnés, hein, parce que cette question de fit, elle est aussi là parce qu'on a des gens qui sont passionnés, qui ont besoin de partager leur passion avec des gens qui partagent la leur, etc. Je pense qu'on rencontre encore plus de cette question. Je travaille dans la recherche, je ne dis pas qu'il n'y a pas de biais, mais bon, on va dire qu'il y a quand même des critères objectifs pour comprendre les compétences d'un chercheur et lui donner des exercices typiques, etc. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est encore plus factuel. Mais je pense qu'en design, c'est un problème. Alors justement, parce que ça me renvoie finalement à la question suivante, parce que ok, on parle de cette discrimination, on va dire, à l'embauche, en tout cas qui peut se ressentir quand même jusqu'à un certain niveau, mais finalement, pourquoi ça serait si important d'avoir des personnes afro-créoles dans le monde du jeu vidéo, que ce soit soit dans vos métiers respectifs ou de manière générale, voilà. Pourquoi ça serait si important finalement? Est-ce que Cédric, par exemple, tu as déjà donné voilà, ta réponse à cette question? Écoute, en tout cas, moi, je vais peut-être faire une réponse qui va pas plaire à tout le monde, parce que je sais que ça me pose souvent des problèmes. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, quand vous êtes venu vers moi pour me poser la question, euh, moi, quand j'entends l'expérience de Laïsa, je trouve ça inadmissible. Mais je pense que ça peut se reporter à beaucoup de choses, aux handicapés,
l'histoire de la femme, la différence, le tatouage, le piercing, ce que vous voulez, mais c'est ça qui m'a toujours, excusez-moi, je vais trouver un mot qui n'était pas très bien, mais saoulé, je vous dis, voilà, on m'a dit de faire attention à mes mots, mais là, je vous le dis. Moi, voilà. Mais par contre, j'ai des copains qui sont d'origine différente, de religion différente, de couleur différente, des copines d'ailleurs, je dirais, etc., qui ont la même réaction. Moi, c'est juste ça qui me choque. Quand je lis certaines choses, je dis, mais c'est ça qui est pas normal. Et je veux vous dire un truc aussi, allez, on va dire, dans les gens qui me ressemblent, ou dans ma communauté, comme dirait toujours, j'aime pas trop utiliser ces mots-là, j'ai eu la même chose. Donc, voilà. Donc, moi, je vois les commentaires qu'il y a dans le dialogue. Je suis d'accord. Je suis désolé, la personne qui t'a fait l'entretien avec toi, là, Isa, bah, ils se permettent des choses, c'est pas normal et c'est ça qui doit changer. Qu'il faut toujours attendre les scandales ou les histoires ou passer par des quotas, que moi je trouve ça qui est une faiblesse, en fait, déjà un échec, parce que ça fait bouger les choses. Je comprends, bah voilà, les Femen, Women in Game ou d'autres à différents niveaux, mais tu es obligé des fois de passer par ça pour juste dire que ça change. Moi, effectivement, je sais qu'il y a des gens de toute origine, ces genres de réactions, ils se ne le permettent plus. Et quand ça arrive encore, ça. Sauf que maintenant, les gens, en général, dans les grosses entreprises, il y a une histoire de génération, il y a une histoire de corps social, etc. Voilà, ça doit évoluer, ça prendra son temps. Mais en tout cas, moi, le constat que je fais à mon niveau, c'est qu'effectivement, quand je vois ce qu'il y a dans les universités fin d'études, écoles fin d'études, quand je vois ensuite ce qui se passe au niveau des indépendants, au niveau des game jams, des hackathons, quand je vais à la GDC, et quand je vois ensuite les organigrammes des grosses boîtes, oui, on n'est pas le BTP, on n'est pas la restauration, on n'est pas l'automobile, je suis d'accord avec toi, Mélissa, et même un copain qui est avocat, et qu'on dit que les candidats sont les plus mal chaussés, ben, c'est effrayant. Voilà, on a un secteur qui est progressiste, etc. Il faut faire les choses. Mais finalement, s'il faut passer par un petit peu ce qu'on fait ce soir et d'autres choses pour dire stop, il va y avoir de plus en plus de personnes, de femmes, handicapées, de ce que vous voulez, de diversité, point barre. Moi, je m'en fiche, de diversité qui est là, qui vont pouvoir prendre des décisions, c'est là que ça changera. C'est toujours pareil. Moi, j'ai des biais cognitifs, on en a tous, hein. On en a tous des biais Ouais. cognitifs. Et oui, Voilà, on doit faire l'effort et travailler dessus et on est conscient. Alors, mais pour aller par rapport à la question même, et merci de cette précision, Cédric, mais parce que du coup, moi, j'aime bien, voilà, on creuse un peu, quoi. C'est vrai qu'on parle d'avoir cette diversité. En l'occurrence, dans le monde du jeu vidéo, est-ce que vous voyez, vous, une valeur ajoutée finalement à avoir des personnes d'origine afro-créole? Est-ce que voilà, vous pouvez un peu la mettre en avant, et puis ensuite, voilà, que ce soit dans vos domaines, hein, comme je dis, respectifs, ou de manière générale. Si tu peux poursuivre un peu là-dessus, peut-être Cédric ou Ben moi, afro-créole, c'est pas afro-créole, la diversité, point barre. Moi, j'ai un copain, Frédéric ouais. Noël, il est d'origine africaine, il est au Japon, hein, il est plus japonais que toi et moi, et il ressemble pas du tout à un japonais, hein. Donc, voilà. Moi, quand je vois quelqu'un quand nous fait des projets, d'ailleurs, nous, chez Label, c'était ça, déjà le métissage. Je travaille avec des gens qui viennent de métiers différents. Rien que ça, c'est-à-dire se mettre un petit peu, etc. On va chercher des musiciens, etc. Moi, je m'en fiche. J'aimerais ne pas avoir la photo, etc. C'est qu'est-ce qui va me donner, qu'est-ce qui va m'amener. Par contre, effectivement, par rapport au projet que je fais, qui est un projet artistique, effectivement, ben, je suis désolé, effectivement, quelqu'un qui va avoir une certaine sensibilité, mais attention, je vais prendre un truc un peu caricatural. Je ne vais pas tomber dans le truc, ah, j'ai une sensibilité féminine, je prends une femme. Non, allô, quoi, on a fini avec ça. Je connais des gens qui sont des mecs qui ont une sensibilité ou un transgenre, etc. et tout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je pense quand même que la diversité de nos backgrounds, avec pour toutes les raisons quelles que soient, m'intéresse. Et moi, mon vrai problème, je vais te répondre, Saïdou, c'est que là, nous, on essaye, en plus, Laurent, mon associé, est très, très, le journaliste, et c'est important pour lui là-dessus. On a du mal à recruter des nanas. On a du mal à recruter des gens qui viennent d'horizons différents, etc. Nous, dans nos projets, on essaie toujours de prendre des gens, des écrivains, des musiciens, des artistes qui viennent d'autres univers pour amener de la richesse. Mais je suis désolé, c'est effectivement 90% d'hommes blancs. C'est ça qui m'énerve. C'est ça, ce constat-là que je ne comprends pas. Et il y a déjà un pourcentage qui n'est pas égalitaire dans les universités et les écoles, mais moi, je le vois plutôt à 20-30, et je ne comprends pas pourquoi ça devient du 2%, du 8%, du 16% dans l'industrie. Elle est où la déperdition? Là, j'ai un truc qui m'échappe. Ouais. J'aimerais bien voir cette analyse d'un jour. Ouais. Mais ça, vas-y, je t'en prie. Pour rebondir sur Cédric qui plus soyez toutes les diversités, effectivement. Donc, la raison pour laquelle je trouve ça ultra intéressant de se réunir, c'est parce que, effectivement, aujourd'hui, l'identité afro-créole est effectivement, me semble, en tout cas, je ne vais pas parler pour toi, sous-représentée, et donc c'est important. Mais je veux dire, c'est aussi important d'avoir toutes les identités
très clair. Et l'identité afro-créole est diverse aussi. Et sa diversité est une richesse supplémentaire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à la question du recrutement, et je pense que Laïsa aura probablement un point de vue là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi la question de représentativité. Je vous disais, moi, quand je suis arrivée il y a 9 ans, pendant des semaines, j'étais dans un bâtiment où il y avait 800 personnes. Je voyais qu'une femme noire, elle était dans mon miroir, quoi. Et ça joue à la GDC, aux conférences, ça joue là-dessus. Et j'ai la preuve que ça joue, et pas forcément pour moi. C'est-à-dire que cette espèce de petit syndrome de l'imposteur latent, même si on a des ambitions, vient quand même taper sur la confiance en soi, taper sur notre propension à se projeter dans un rôle de leadership. Et je pense aussi que, notamment avec des initiatives comme la nôtre, je vais vous donner un exemple. J'ai participé à un événement donc Ubisoft avait fait, qui s'appelait Black Game Pros l'été dernier. Suite à cet événement-là, en fait, il y a une femme noire qui a candidaté chez Ubi en expliquant dans sa lettre de motivation, voilà, j'ai vu Lisa, maintenant j'ai l'impression que c'est possible. Il se trouve qu'elle s'est retrouvée dans mon équipe. Et donc, je l'ai pas su. Pendant même quelques semaines, je me disais, est-ce que c'est la lettre de motivation dont on m'a parlé sans me dire qui c'était? Je ne savais pas du tout, parce que je n'étais pas impliquée dans le process. Mais non seulement elle est là parce qu'elle a pu se projeter, et moi, le fait d'avoir pour la première fois une autre femme noire dans mon équipe, je vous assure que ça, même après 8-9 ans d'expérience, ça m'a fait même quelque chose sur le fait, finalement, je peux peut-être avoir aussi un impact positif pour quelqu'un, je peux peut-être inspirer quelqu'un. C'est aussi bête que ça, mais je pense que ça compte aussi beaucoup. Et donc, tous les groupes sont représentés aussi. Il faut comprendre que quand on passe des entretiens, il y a la notion du coup de cœur du côté jury, on va dire, de l'entretien, et qui fait qu'il y a ces biais-là. Mais je pense qu'il y a aussi les biais aussi du candidat qui se voit en face de gens qui ne lui ressemblent pas. Et même si on verbalise pas ça a de toute façon un impact sur notre confiance, et donc du coup sur notre capacité aussi à répondre de manière pertinente aux questions et de se projeter sur du leadership. Typiquement, la question de Laïsa, comment vous projetez-vous dans 4-5 ans? Je pense que moi aujourd'hui, si on me pose la question, j'aimerais bien aider, excusez-moi de vous demander pardon, j'exagère, mais voilà, parce que j'aurais pas l'impression d'être crédible, alors pas auprès de tous en tout cas. Bien donc sûr, c'est important. Bien sûr. Justement, alors du coup, Laïsa, ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus, et avec toujours la question en fond, de dire, voilà, quel est le rôle, la valeur ajoutée d'avoir des personnes. Alors du coup, toi, tu es moins dans le domaine du jeu vidéo, mais même de manière générale, dans une entreprise, des personnes de cette origine-là. Donc, je pense qu'effectivement, dans quel que soit le secteur d'activité, et moi, j'évolue dans le financement de l'innovation, donc on recrute des ingénieurs et des docteurs, donc qu'on forme, nous, à la fiscalité. Donc, on va chercher quand même des hauts profils. Et comme je disais, moi, quand j'ai commencé, je sais que dans la première société, on n'était plus, OK, on va prendre des personnes françaises pure souche et tout. Et puis après, le marché commence à être tendu et on commence à, du coup, les entreprises doivent ouvrir leur chakra. Donc ça, c'est une réalité. Après, je pense que pour ma part, quand j'ai recruté beaucoup, je sentais, en tout cas, que le fait d'être recruteuse ultramarine, c'était un plus. C'était un plus parce que quand les candidats arrivaient et voyaient « Bonjour, je m'appelle Madame Marie », je pense qu'ils se disaient « Ah ouais ?» dans une société. Et en fait, c'était un avantage parce qu'en fait, je montrais déjà la diversité quand j'arrivais, en fait, pour recruter. Et quel que soit, de stagiaire jusqu'à manager. Parce que ça donne une ouverture, du coup, d'esprit. On se dit « Waouh, quand même, on est accueilli par quelqu'un, du coup, de différent. » Donc, ça veut dire que la société, elle est, du coup, sur de la diversité. Donc, c'est vraiment quelque chose où c'est ça met en confiance, quoi. Voilà, ça met en confiance. Ça met en confiance. Après, pour ma part, quand j'ai passé des entretiens, quand je suis arrivée à Paris, je racontais ça à quelqu'un et la personne était morte de rire. Moi, quand je m'asseyais dans la salle du coup d'accueil, je regardais, il y a des noirs ou il n'y a pas de noirs. Il y a des noirs ou il n'y a pas de noirs. Ça me rassurait. Ça me rassurait de voir, à hauteur aussi, s'il y en avait ou pas. S'il n'y en avait pas, je n'étais pas très à l'aise. Mais en fait, de voir déjà des noirs, après de me dire, en premier lieu, s'il y avait des noirs ou pas, et après de voir s'il y avait d'autres profils différents. Ça me rassurait.
parce que je me disais que j'étais pas seule et que je vais du coup pouvoir ne pas me sentir voilà, en minorité. C'est bête, mais en tout cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, je pense que au sein de l'entreprise où je suis ou que même j'ai été, ça a été une force en fait du coup d'être ultramarine parce que quand les gens ont compris que j'avais quitté la Guadeloupe à 17 ans et demi pour faire ce que j'ai fait là, mais en fait c'était une vraie force en fait parce que euh, c'est une force de caractère. Donc pour répondre à la question de cette diversité, quoi qu'on en a et que ça soit du coup femmes, hommes, handicap, afro et tout, quand on a un handicap particulier, on va puiser dans une force que d'autres qui ont tous leurs moyens n'ont pas. Quand on est ultramarin, afro, ce qu'on est maghrébin ou ce qu'on est, on a une histoire, on a tous une histoire. Et c'est cette histoire qui fait notre force. Et en fait, c'est ça qu'on apporte dans une entreprise. Et c'est ça, en fait, d'avoir ces profils. Et aujourd'hui, dans toutes les sociétés, par exemple, où j'ai eu à évoluer, le fait d'arriver, d'avoir du coup l'accent ou quoi, ça m'a toujours été quelque chose de plus pour moi. Et même quand j'arrive, j'ai eu, dans la société où j'étais vraiment choquée, où voilà, j'avais lissé mes cheveux et tout. Il y a une consultante qui m'a carrément dit, ça te va bien, mais c'est pas toi. Ça te va bien, mais c'est pas toi. Parce que toi, là, Isaac, t'es notre RH en mode, t'es roots, t'es comme ça, t'as l'afro, t'es ça, c'est toi, en fait. Donc, ça te va. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me suis dit, waouh, donc c'est l'image que j'ai, du coup, dans la société que j'ai où, Laïsa, on veut que tu sois comme tu es là. Et ne va pas changer pour faire plaisir à quoi? Tu es comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment la force aujourd'hui, quelle que soit dans la société dans laquelle on évolue. Et moi, c'est comme ça quand j'ai passé l'entretien là où je suis, je me suis dit, j'arrive avec les cheveux tirés, mais les bouclettes derrière. J'arrive avec une chemise à fleurs rouge, enfin rouge avec des petites fleurs. Je me suis dit, si on ne m'accepte pas comme je suis, ça ne sert à rien que j'y aille. Avec par où je suis passée, et je me dis que c'est hyper important d'être comme on est. Voilà. Pardon, je suis désolé, je vais vous interrompre. Alors, Hyper hors délai. Je vous laisse 2 petites minutes pour conclure. Si ça vous... ok. J'allais le dire. Ah, ben, parfait. Eh ben, écoutez, on va conclure. Alors, du coup, on va voir comment, comment on va conclure ça. Alors, peut-être simplement, peut-être un petit mot d'ouverture en se disant, bon, ok, on a identifié cette problématique. Quelles solutions vous pourriez identifier pour que ça s'améliore? On ait davantage justement de cette diversité et notamment de ces jeunes afro-créoles dans l'industrie. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme solution voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je dirais que comme dans toute entreprise, il faut montrer à tout le monde, quel que soit d'où il vient, que c'est possible, quel que soit d'où on est, le parcours qu'on a, que dans le milieu du jeu vidéo, c'est possible. C'est tout. Et je pense intervenir dans les lycées, faire de la relation école, aller dans les hackathons, aller partout et montrer cette représentativité pour dire que tu peux le faire. Et donc, ce sera peut-être pas facile. Il y aura du coup des biais, des machins, mais si ton objectif, c'est d'évoluer dans les jeux vidéo, ben, du coup, dépasse tout ça et vas-y, quoi. Voilà. Super. Je partage Laïsa, ce que dit Laïsa. Montrer que c'est possible, ça permet aux autres d'y croire, ça permet aussi de changer même de manière latente, mais potentiellement de manière pérenne les modèles mentaux aussi en représentant une identité de manière plus diverse. Et puis ça permet aussi de créer de l'empathie avec des identités qui ne sont pas la nôtre, sous-représentées ou pas, qui auront aussi un modèle mental qui va évoluer avec ce qu'on leur projette. Donc je crois beaucoup à ça. Et pas forcément au quota comme Cédric. Je pense que c'est un constat d'échec. Ah non, mais je ne suis pas pour les quotas, moi. Justement, c'est pour ça que je suis comme toi, je ne suis pas pour ça. Je pense que ça représente un constat d'échec. Pardon pour la confusion, mais moi, tout va bien. J'ai une super proposition. Je propose qu'on fasse un Kumbit du jeu vidéo déjà. Ouais. C'est une excellente initiative. Sincèrement, je pense que je rejoins effectivement Mélissa et Laïsa. Ça, le Kumbit, on fait partie. À chaque fois, à un moment donné, il faut se prendre en main aussi. Voilà. C'est quand je vois ce que fait Saïdou, quand je vois ce qui se passe. J'avais croisé d'ailleurs Mélissandre en 2018 sur le pavillon africain, rappelle-toi. Accidental Queens de cette manière, One Game de toute manière, mais nous aussi. 30 secondes, Cédric. Hein. Ouais. Désolé. La France, on a la chance d'avoir énormément de culture. L'Afro-Caraïbe en fait partie.
Et ce qui a fait que dans certains secteurs où on a pu s'en enrichir, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas dans le jeu vidéo. Donc, il faut, voilà, prenez-vous en main, allez-y. Ceux qui veulent développer aux Antilles, en Afrique, j'adorerais un jour que je sois sollicité dans ces territoires-là et amener mon expérience de vétéran. Voilà, allez-y. C'est noté. Et formez-vous. Moi, ce sera mon mot de la fin. Formez-vous. Nous, on est en Martinique, parallèle 14. C'est important parce qu'il faut se former et ensuite, il faut y aller. Merci, Saïdou. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Merci, à vous, enchanté de vraiment, vous super. parler les autres.